Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 mars 2022. Ô vous lecteurs, ô vous lectrices, vous avez sans doute déjà remarqué comment les livres se parlent entre eux. M'arrive de penser que, au fond, dans cette affaire de lecture, le lecteur est un gêneur. Que les livres n'ont pas besoin de nous pour s'incarner, pour exister, pour vivre leur vie obscure, loin de nos yeux, loin de nos intentions, loin de nos interprétations, souvent fallacieuses, souvent erronées, souvent le fruit même de notre propre imagination. Et qu'au fond, la vraie lecture commence peut-être quand on n'ouvre pas les livres. Litote, l'esprit de bottine, disons-nous au Québec. Tout à l'heure, après une journée somme toute assez chargée, je me délassais en parcourant le dernier carnet d'André Major. Je ne vais pas vous parler ce soir d'André Major, mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est d'une certaine manière, c'est la faute d'André Major que je ne vous parlerai pas d'Eugène Achard. J'allais vous parler d'Eugène Achard, qui a été un écrivain très important, un écrivain jeunesse, comme on appelle, écrivain jeunesse, écrivain pour la jeunesse. Et ce que j'ai appris il y a quelques jours, à mon grand étonnement, c'est qu'il a été libraire. Alors, vous vous doutez bien, les auteurs libraires ont mes faveurs. Alors donc, lisant le passage que je vais vous montrer, que je vais vous lire, tout petit passage, je vous montre le livre d'André Major, Les pieds sur terre. Une chose d'abord sur... depuis... En fait, ce que dit André Major en quatrième de couverture, c'est que, d'une certaine manière, depuis 20 ans, il a cessé d'écrire. Et pour lui, il note. Il ne se sent aucune obligation de faire carrière. Il en a eu une fort belle d'ailleurs. Il a été réalisateur à Radio-Canada. Il a publié des livres d'entrevues. Il a fait des documentaires. C'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup pour la littérature, faire connaître les auteurs québécois, les auteurs étrangers. Je ne vous parlerai pas d'André Major ce soir. Vous allez comprendre le lien. Mais il dit donc au fond que, cessant d'écrire, il peut noter. Noter ce qui va autour de lui, noter ses lectures, ses passages, mais ce qui m'a étonné, en fait, c'est que ces notes sont réécrites. Alors je comprends que l'on puisse faire un tri, juger que telle note, au fond, peut s'avérer à la relecture soit insignifiante, soit à côté de la plaque, soit, dans mon cas, quand je relis mes propres notes, grandiloquentes. J'irais même jusqu'à dire boursouflées, même. Parce que toujours écrit dans l'émotivité, toujours écrite dans le feu. Alors je serais bien en peine de leur enlever leur côté peut-être exagéré. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il retravaille ses notes. Alors là, on se doute bien que même s'il a cessé d'écrire, même s'il n'a plus fait de l'écriture un sacerdoce, il polit ses petites notes. Il les polit, il les lisse, il les enduit de vernis, il fait rehausser certains mots, il leur donne un éclat, il leur donne une vivacité. Alors ça m'a vraiment étonné. Qu'on puisse, au fond, j'avais même, ça va peut-être vous sembler idiot, mais j'avais même jamais pensé qu'on pouvait retravailler des notes écrites dans le feu de l'action, écrites dans le feu de la méditation. Je n'avais jamais pensé ça. Comme quoi, hein? Et ma petite intro, parfaitement improvisée,
que les livres, au fond, ont leur vie propre et que nous, eh bien, lecteurs, euh, nous trébuchons sur eux. Au fond, c'est presque nous sommes presque un accident dans la vie des livres. Un accident intelligent, mais un accident quand même. Et c'est une phrase que je vais vous lire, très courte, suite à la lecture qu'il a fait du guépard de Lampedusa. Le guépard qui a été mis à l'écran, un film de... Ah, le nom m'échappe, vous le savez déjà, je vous entends vous récrier, oui. Euh, Film vu il y a déjà très longtemps pour ma part, et, je le confesse, je n'ai jamais lu Le Guépard de Lampedusa. Et donc, il nous dit combien ce livre, c'est un aristocrate qui, à la fin de sa vie, avant que avant Garibaldi, avant que l'Italie soit unifiée, eh bien, il est dans son village et il assiste à la disparition d'un monde. Un peu comme Stefan Zweig, également, à la fin de sa vie, a vu sous ses yeux l'ancien monde disparaître. On aurait envie de dire, en tout cas pour ma part, c'est assez curieux, j'ai un double sentiment. J'ai l'impression que oui, un monde est en train de disparaître, mais ce monde-là disparaît avec, est-ce momentané, est-ce un passage tragique qui ne durera pas, mais tous les fantômes de la Deuxième Guerre mondiale sont réapparus. Alors, est-ce que ces fantômes réapparus depuis le 24 février vont-ils faire un dernier tour de piste avant de nous dire adieu pour de bon cette fois-ci? Ou encore vont-ils nous faire basculer dans un nouveau monde en nous projetant dans un monde qui, ma foi, me semble assez terrifiant. Pour en revenir à la phrase d'André Major, elle est de Christina Campo. Vous voyez, on n'en sort pas. Et donc, ce que je vais faire ce soir, je vais vous lire 2 ou 3 petits passages du livre de Pietro Citati, comme quoi je devais vous parler d'Eugène Achard, je ne le ferai pas. Je ne devais pas vous parler d'André Major, je le fais, mais alors, ça se passe en Sicile, le guépard, au fait. Dans Les Impardonnables, Christina Campo évoquait ainsi ce qu'elle retenait du grand roman de Lampedusa: un bal, une étoile, un mort, un taillis de sorbier. On peut retenir 4 mots. Plus que 4, mais on peut retenir quelques mots d'un livre. Alors ça aussi, c'est assez... imaginez une critique qui se fait comme ça. Vous lisez un livre de 500 pages et vous faites une critique de 7 mots. Un bal, une étoile, un mort, un taillis de sorbier. Tout est dit, on n'a pas besoin d'en rajouter. Il y a une phrase de Pietro Citati que j'ai prélevée et que j'ai inscrit dans mes carnets numériques, c'est-à-dire mon Facebook à ciel ouvert, que j'ai colligé, donc, une phrase qui m'a totalement enchanté. Et en fait, un paragraphe. Parfois, elle songeait à une religion qui ne naîtrait pas contre le monde, mais au cœur même du monde, qui germerait, comme dans les livres de saint François de Sales, des formes parfaites de la vie mondaine. Elle pensait que les bonnes manières, les belles paroles,
la désinvolture et le naturel de la société civile était le meilleur moyen d'arriver à la sainteté. La vie mondaine est un geste, et la sainteté n'était qu'un geste absolu qui résumait en lui tous les gestes beaux et exquis de notre vie terrestre. Or, sainteté et mondanité, ce sont là deux mots qui ne nous viendraient pas à l'esprit de mettre ensemble. Et pourtant. D'ailleurs, en notre temps, qui se pique d'être mondain? Avez-vous rencontré des gens? Avez-vous déjà rencontré une seule personne qui pouvait dire d'elle-même « Je suis mondain ». En fait, tout le monde s'en défend, je dirais. Tout le monde s'en défend, tout le monde dit, si on écoute les gens autour de nous, « Ah, moi, je ne suis pas mondain. Ah non, moi, je ne suis pas mondain. » Et on se défend de ça. On se défend de ça comme si c'était une tare. Mais ce que nous dit Pietro Citati en évoquant la figure de Cristina Campo, qui décidément ne nous quitte plus depuis quelques vidéos, c'est que les deux peuvent aller ensemble et que les deux même peuvent être l'expression de l'autre. Je trouve cette idée absolument délicieuse. Et d'autant plus que si vous êtes, ce qui n'est pas le cas de Michael, oui, Ginette va bien, Michael, elle va bien, je vais la filmer d'ici quelques jours. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, grand bien vous en fasse. Ou si vous y êtes, allez-y avec délicatesse, allez-y avec, non pas parcimonie, parce que on peut y être beaucoup, mais évitez de ferrailler avec vos vis-à-vis. C'est assez incroyable que des gens qu'on rencontre dans la vie privée peuvent s'avérer des personnes tout à fait gentilles, aimables, affables, et que, une fois rendus derrière leur clavier, peuvent s'avérer être de fâcheux personnages, agressifs, pinailleurs, querelleurs, moralisateurs, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et lorsqu'il nous vient à rencontrer ces personnes-là dans un cadre d'être humain, eh bien, sont tout autres. Alors, je pense que le mondain, hein, la figure du mondain, serait mondain même derrière son écran. Alors, je me suis bien promis ces jours derniers, d'ailleurs, de ne plus rien écrire sur l'Ukraine, sur ma page Facebook, tant les commentaires qui ont... Et on m'a envoyé des vidéos, on m'a envoyé... Et curieux comme je suis, j'ai fait quand même quelques recherches sur les vidéos, j'ai fait quelques recherches sur... Et il y a deux choses qui me frappent. C'est que d'un côté, la gauche, une certaine gauche, anti-américaine, est tout à fait discrète. C'est incroyable, c'est comme si cette guerre-là n'existait pas. Et à la droite extrême, eh bien, là, c'est le contraire. Les Russes sont agressés et les Ukrainiens sont... et là, c'est le grand complot international, c'est Davos, c'est le sanitarisme, et c'est la filière russe zémourienne. Alors, c'est très, très étonnant. D'un côté, silence radio, de l'autre, on se pose en victime. Je continue un petit passage. Là, oui, de ce livre, Portrait de femme, de Pietro Citati, paru aux éditions L'Arpenteur. Vous savez tout bien que j'en pense. Elle n'écrivit jamais de romans ni de nouvelles.
de traités ou de longs essais, mais seulement de brèves proses. Elle aimait ce qui est petit. Il la cite. Infiniment plus délicate et terrible est la présence de l'immense dans le petit que la dilatation du petit dans l'immense. Elle avait un sens souverain des limites, de la frontière. Elle, si démesurée dans son âme. Sa dimension naturelle fut l'aphorisme, et sa prose manqua toujours de la fluidité, du sens du temps, de la fluctuation qu'elle sacrifiait à la concentration. De petits joyaux, des gemmes précieuses sans chaton, et autour un gracieux voile iridissant ou l'éclat de diamants. Ça ressemble un peu aux notes d'André Major, plus sec André Major cependant, plus sec et plus rugueux. Elle rêvait d'être toute légère, mais elle ne le fut jamais, parce qu'elle était trop grave, étendue, trop vivante, dramatiquement et physiquement dans chaque ligne de son écriture. Chacun de ces petits joyaux toscano-orientaux contient de multiples trésors. Seul l'intéressait ce qui est entrelacé, ramifié, compliqué, tissé à la fois par les mains de Dieu, par celles du destin, et par l'artisan scrupuleux qui est en chacun de nous. Elle aimait uniquement les œuvres littéraires qui avaient quelque chose de la texture insaisissable des tapis persans. Dans l'un de ses essais de jeunesse, elle écrivit « Jadis, le poète était là pour nommer les choses, comme pour la première fois, nous disait-on quand nous étions enfants, comme au jour de la création. Aujourd'hui, il semble là pour prendre congé d'elles, pour les rappeler aux hommes, tendrement, douloureusement, avant qu'elles ne soient éteintes, pour écrire leur nom sur l'eau, peut-être sur cette même vague qui bientôt les aura balayées. J'aime mon temps, parce que c'est le temps où tout défaille, et que c'est peut-être pour cela le véritable temps des contes. C'est l'ère de la beauté en fuite, de la grâce et du mystère sur le point de disparaître. Tout ce à quoi certains hommes ne renoncent jamais, qui les passionne d'autant plus que cela semble perdu et oublié. Autrefois, j'aurais moi aussi souscrit à ces propos. Aujourd'hui, je crois que le crépuscule et la fin, pour la littérature du moins, n'existent jamais. Seul existe le commencement. Le crépuscule, la mort, la résurrection et le nouveau commencement, comme le rapportent les contes. C'est peut-être la seule chose qu'un écrivain puisse croire aujourd'hui. Alors dans ce recueil de portraits, on y trouve Sainte Thérèse, Jane Austen, Lou Salomé et Friedrich Nietzsche, Virginia Woolf encore, Karen Blixen, Marina Tsvetaeva, j'ai toujours eu de la misère à la prononcer, Tsvetaeva. Je crains d'avoir totalement écorché son nom, donc je ne le répéterai pas. Simone Veil, Christina Campo, Ingeborg Bachmann, Flannery O'Connor, Catherine Mansfield. En fait, une bonne partie du livre est consacrée à Catherine Mansfield. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, je vous dis demain. À demain. Je vais vraiment vous parler cette fois-ci d'Eugène Achard. Je ne me déroberai pas
Mais je vous cacherai pas, je peine à quitter cet univers de ces trois penseuses. Ça me, J'y pense tout au long de la journée. Ça fait des drôles d'occupations. Hein. Vous ai-je raconté, courte anecdote, il y a plusieurs années, je m'étais porté acquéreur d'un lot de livres dans une communauté religieuse de Montréal, les franciscains, dans l'est de l'île. Et le père, le père Hébert, m'avait laissé toute liberté de me promener dans la bibliothèque. Il y avait un dépôt de livres et jouxtant la bibliothèque, il y avait la dite bibliothèque. Il y avait un dépôt de livres et jouxtant le dépôt de livres, il y avait la bibliothèque. Voilà. Et inopinément, j'avais quitté le dépôt de livres, inopinément peut-être mu par une indiscrète curiosité. Je m'étais retrouvé donc dans la bibliothèque où il y avait une seule personne. Un homme entre deux âges qui ne portait pas d'habits religieux. Peut-être était-ce... enfin... Et je l'avais observé un long moment. Il parcourait les allées de la bibliothèque et il tenait entre ses mains, va sans dire, un livre et il psalmodiait. On pouvait l'entendre murmurer. Et j'ai tout fait pour ne pas faire remarquer ma présence. Parce que cette image d'un homme entre deux âges tenant un livre, il le lisait à voix très 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 basse, avec peut-être le rythme qu'il fallait, pas oser le déranger, mais finalement, vous savez, hein, les regards, même, on sent hein, les regards qu'ils peuvent avoir dans notre dos. Et je pense que même les dos peuvent être des capteurs de regards, même. Et il avait remarqué ma présence. Un seul regard. Il m'a regardé, un regard sans appel. J'ai compris que je l'avais dérangé dans sa méditation profonde et sur la pointe des pieds. J'ai regagné le dépôt de livres. Et je vous parlerai à un moment donné du père Hébert. Courte rencontre. En fait, courte rencontre. Je l'ai peut-être rencontré 2-3 fois. Et sa chambre était une grande, grande chambre. Sa chambre était remplie de tableaux qu'il avait peints. De fort jolis tableaux. Mais je vous en reparlerai. J'en reparlerai une autre fois. Qui était également un historien, le père Hébert. Hébert, comme son nom l'indique, probablement le premier colon français établi en terre d'Amérique était un Hébert. Alors je sais que tous les Hébert sont très fiers, en tout cas, d'appartenir à cette longue lignée de colons. Ben, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.